Bienvenue sur le plateau de Séquences communautaires. Nous entamons la deuxième partie de l'émission avec Madame Yann Vivette, chercheuse et clinicienne en santé mentale, spécialiste en psychologie interculturelle. Nous reviendrons maintenant sur ce que nous avons commencé à la première partie sur la santé mentale dans nos communautés noires. Et pour cela, la question que je vais poser à Madame Yann Vivette est la suivante. Il semble circuler une idée générale, ça c'est par exemple, ça peut être un stéréotype, vous m'en direz plus, que les Noirs sont forts, ils peuvent tout encaisser. Et les conversations sur la santé mentale, on va dire, sont évitées par peur de paraître faibles. Plusieurs personnes recourent à la spiritualité comme un pansement pour toutes nos difficultés, sans s'attaquer vraiment à la racine du problème. Que dites-vous de cela? Est-ce que vous pensez qu'il faut consulter un psychologue ou un spécialiste en santé mentale pour s'en sortir? En fait, votre question a plusieurs volets. Donc, je vais commencer par le volet de le noir est fort. Après, on va parler de qui est-ce qu'on peut consulter. Je dirais que nous sommes des êtres qui avons été éduqués avec certaines valeurs, avec certaines prescriptions. Une prescription, c'est on nous dit comment on doit être, on nous dit comment on doit faire. Donc, la plupart d'entre nous, on a déjà entendu tiens le coup, sois fort, ça va aller. Donc, je pense que c'est un peu culturel aussi. Maintenant, est-ce que chez nous, on ne reconnaît pas la détresse? Je pense que si, on reconnaît la détresse. C'est juste qu'on ne t'encourage pas à rester longtemps dans la détresse là. Donc, on va trop vite en besogne et on te dit ça va aller, comme si c'était très facile. Mais justement, quand on analyse un peu, qu'est-ce que la famille ou l'entourage peut nous dire s'ils n'ont pas les moyens en fait de nous aider? À part nous dire ça va aller ou bien faire une prière. Parce que aussi les personnes qui croient en Dieu, les personnes qui sont religieuses, mais elles vont prier beaucoup. Parce que dans la prière, on va chercher de la force, on va chercher des proverbes qui vont nous donner du courage. Donc je dirais que le mythe du noir qui est fort, c'est un peu lié à nos cultures. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que la force ne veut pas dire que si je souffre, je ne dois pas me plaindre. La force ne veut pas dire que si je souffre, je dois m'en sortir seule. C'est ça le problème, c'est que quand quelqu'un se sent mal, il a même peur d'en parler parce qu'il se dit, mais si j'en parle, ce sera comme si je suis faible parce que je ne respecte pas la prescription culturelle qui dit que si je souffre, je supporte ou je vais m'en sortir. Alors se plaindre, ça devient comme un aveu de faiblesse. C'est-à-dire, tu te plains parce que tu n'es pas capable. Alors qu'il y a des gens qui souffrent. Donc, ce n'est pas parce que je me plains que je ne souffre pas suffisamment pour qu'on accorde de l'importance à ma détresse. Donc oui, on nous a éduqués en nous disant qu'on est fort sûrement pour nous, entre guillemets, protéger, pour nous empêcher peut-être de nous effondrer, pour nous faire penser que ne t'en fais pas, ce n'est pas grave, ça va aller. Dans certaines situations, ça a aidé. Parce que le fait de te dire que je suis fort, je vais y arriver, je vais y arriver, parfois ça t'aide effectivement à surmonter l'épreuve à laquelle tu es confronté. Le problème, c'est que ça ne marche pas avec tout. Si maintenant, oui, il y a des situations où on ne peut pas arriver à être fort parce qu'on souffre tellement que où est-ce qu'on va aller chercher cette force-là? Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir un problème. C'est je ne peux pas être fort dans toutes les situations. Il y a des situations dans lesquelles je flanche, je m'effondre. Je me rappelle encore un monsieur qui me disait qu'après son divorce, il était tellement mal qu'il a voulu en parler avec sa famille. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Mais tu es un homme, tu te plains comme une femme. Donc, il n'y avait pas d'écoute. Il a dit, mais j'avais mal, j'avais besoin de parler de ce que je vivais. Mais quand j'ai vu les réactions de mes frères,
de mes amis, je me suis dit non, là, c'est des moqueries, on est en train comment dire ça, de relativiser. C'est comme si, oui, c'est comme si ce que je vis n'est pas assez parce que je suis un homme. Parce que dans nos cultures, et même aussi dans d'autres sociétés, quand on éduque les hommes, on leur dit non, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas te plaindre. Donc les attentes que la société a aussi envers les hommes, c'est de ne pas se plaindre. C'est tu souffres, tu prends sur toi. Donc je pense que ça vient vraiment de là. On nous a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, alors à ce moment-là, comment fait la personne? Parce qu'elle veut bien aller chercher de l'aide, mais elle a peur de la réaction des autres. Donc ce que je veux dire ici, c'est que demander de l'aide, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Demander de l'aide veut simplement dire que j'ai essayé avec ce que je savais. J'ai essayé les solutions que je connaissais, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc peut-être à ce moment, il faut que j'aille trouver d'autres solutions. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'avec le temps, les gens deviennent de plus en plus fragiles? Je veux dire psychologiquement. Parce que si on va en Afrique, par exemple, comment est-ce que nos ancêtres faisaient? Parce qu'il y avait cette éducation-là qu'il faut être fort, il faut se contenir, il faut garder ses problèmes sur soi parce qu'on doit apprendre à développer cette résilience-là. Comment ils faisaient? Ou bien c'est avec le temps que de plus en plus les gens n'arrivent plus à supporter cet état de choses? Je dirais qu'avec la mondialisation, il y a beaucoup de changements dans toutes les sociétés. Donc, est-ce qu'on a des solutions à tout? Je dirais qu'on devrait créer des solutions au fur et à mesure des changements sociaux. Mais si les solutions qu'on avait avant ne fonctionnent plus maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je prends l'exemple des conseils de famille. Donc, moi, j'ai grandi dans un environnement au Cameroun où je voyais des conseils de famille chez nous, chez mes amis, et chez des voisins. Le conseil de famille était un moyen de réguler les rapports entre les gens. C'est-à-dire quand il y a un conflit, que ce soit un conflit de famille ou un conflit de couple, on s'assoit et on en discute. Mais attention, ce n'est pas n'importe qui vient au conseil de famille. Donc on va choisir parfois des personnes qui ont une certaine autorité, qui est reconnue, qui ont une certaine sagesse. Et puis on s'assoit, on en discute et on essaie de résoudre le problème. Tu as raté ton bac, tu as raté ton probatoire. Ta mère se rend compte que depuis 3 jours, tu ne manges pas, tu ne sors pas de ta chambre. Elle va appeler ta tante, ton oncle, on va essayer de venir te parler, on va trouver quelqu'un pour te remonter le moral, quelqu'un qui va te dire des choses, ça peut être des paroles de sagesse, mais des choses sur les leçons de la vie qui vont t'aider à traverser cette épreuve-là. Donc ça, c'est des forces qu'on a eues dans nos communautés et qu'on a encore dans nos communautés. Le problème, c'est que avec la société qui a changé là, on a peut-être de moins en moins de personnes sages. Ou alors on a ces personnes-là, mais on ne les écoute pas. Pourquoi? Parce qu'avec la montée de l'individualisme, c'est devenu un peu du « oui, mais celui-là me parle, il est qui pour me parler? Est-ce qu'il paye mon loyer ?» Donc, on a commencé à laisser tomber des valeurs comme le respect de la sagesse, le respect de l'autorité, le respect du droit d'aînesse. Alors, comment est-ce qu'on veut que quelqu'un qui ne respecte même pas son aîné, quelqu'un qui ne respecte pas les anciens puissent écouter les conseils des anciens? Donc je pense qu'on a des ressources, mais parfois certaines personnes les balayent de la main. Tellement l'égoïsme et l'individualisme ont pris la place que je fais ce que je veux, ce n'est pas toi qui me nourris. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la perte de la culture. Pour nous autres qui sommes immigrants, toutes les études l'ont démontré, hein, quand tu immigres dans un nouveau pays, l'immigration s'accompagne de plusieurs pertes. Tu perds ton environnement, tu perds peut-être ton réseau de soutien et tu perds même pour beaucoup de ta culture parce que la culture, elle se pratique. Une culture, ce n'est pas simplement parce que je viens du Sénégal ou du Congo. Non, si tu ne pratiques pas ta culture, à un moment donné, il y a des choses que tu vas oublier. Tout à fait, tu vas la perdre. Voilà, tu vas perdre tout ça. Donc, on perd aussi peut-être les mécanismes qu'on avait acquis quand on était au pays pour réguler les relations avec les autres. Et quand on arrive donc à l'étranger, il faut qu'on trouve des solutions pour avoir de nouveaux mécanismes. Mais comme parfois, c'est des solutions qui ne nous parlent pas, parce que ça ne fait pas partie de notre culture, les gens, ils ont peur, en utilisant ces solutions-là, de se perdre au niveau identitaire. C'est dire, non, moi, je suis noire, en Afrique, on ne fait pas comme ça. Parfois, c'est un moyen, une stratégie de revenir sur son identité, de dire, non, je ne veux pas encore perdre qui je suis.
malgré tout ce que je suis en train de perdre, si je commence à adopter aussi certaines ressources, est-ce que ça voudrait dire que je me perds? Donc, je crois qu'il y a aussi cet aspect-là de voir comment chacun se positionne par rapport à la nouveauté. Une nouveauté peut-être qui ne fait pas du tout partie de sa culture. Donc, oui, on est en train de perdre des ressources qui avant pouvaient nous aider parce que ces ressources-là, soit on leur fait plus confiance, soit on ne les respecte plus parce qu'on a perdu nos valeurs, parce qu'on est dans un pays d'immigration où elles ne sont pas présentes. C'est dur de faire un conseil de famille en étant en France, en Belgique, au Canada, avec la famille au village. Donc, avec le temps, on perd ça. Autre chose maintenant aussi, je vais parler des guérisseurs. Des guérisseurs. Je disais tantôt qu'on est des êtres culturels. C'est-à-dire, dans toutes les sociétés, on a réfléchi à comment soigner les gens. Toutes les sociétés ont réfléchi à ça. On a mis en place des méthodes de soins, des modèles de soins. Quand j'étais petite, je me souviens que quand on parlait des personnes malades dans la tête, c'est comme ça qu'on disait ça, ils sont malades dans la tête, soit on leur a jeté un sort, soit ils ont mis leur main quelque part, on les amenait à l'hôpital. Et le médecin disait, je ne peux pas les soigner, ça c'est un problème traditionnel. Il faut guérir ça de manière traditionnelle. Alors on les amenait, on les appelle les gangas, les guérisseurs et tout ça là. On allait là-bas pour les guérir. Mais ça c'était à l'époque, c'était des vrais guérisseurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans. Ce qui veut dire que même si dans la famille, on pose un diagnostic on lui a jeté une maladie, toi, tu peux être confronté à un dilemme de dire, mais qu'est-ce que je fais? Peut-être j'amène à l'hôpital, on me dit que tout va bien, mais je vois la personne qui se meurt. J'hésite à l'amener chez un guérisseur parce que je ne suis même pas sûre. Oui, je ne suis même pas sûre que c'est un guérisseur ou si c'est un charlatan. Donc, il y a ce dilemme-là qui fait que nos sociétés ont été impactées beaucoup par la mondialisation, les progrès technologiques et on a du mal à s'adapter. Parce que tout développement qui ne s'accompagne pas d'un développement culturel va avoir des conséquences. Parce qu'on va adopter d'autres choses. Et ce qu'on aura adopté va avoir un impact sur nous, mais on n'aura pas assez de ressources pour gérer cet impact-là. Donc, on a perdu beaucoup de choses, mais je pense qu'on peut récupérer aussi beaucoup. C'est important que vous le dites de récupérer parce qu'il y a ceux qui finalement se laissent convaincre et décident de sauter le pas et de se faire consulter. Y a-t-il un avantage à avoir un psy qui nous ressemble en d'autres termes? Est-il mieux d'avoir un psy noir lorsqu'on est noir? Je dirais de par mon expérience qu'on a différentes catégories de personnes. Il y a des gens qui vont dire, moi je préfère quelqu'un qui me ressemble parce que la personne va me comprendre. Surtout si on vit dans un environnement où peut-être il y a du racisme. On se dira peut-être que la proximité ethnique ou bien raciale va faire que je me sentirai plus en sécurité de parler avec quelqu'un qui vit ce que je vis. Donc ils vont préférer aller voir un psy ou un psychothérapeute ou même un travailleur social qui fait partie de sa communauté. Là, ça se comprend tout à fait. Mais on peut aussi préférer ne pas aller voir quelqu'un de sa communauté. Pourquoi? Parce qu'on se dit non, je ne veux pas être reconnu. Je n'ai pas envie que j'aille tomber peut-être sur quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc non, je vais préférer fuir et aller où on ne me connaît pas. Donc il y a des gens qui vont aussi éviter parce qu'ils ne veulent pas être reconnus, ils veulent garder l'anonymat. Et puis il y a d'autres personnes qui vont rechercher un psy noir ou un intervenant noir, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils se disent que celui-là, il est noir. Je pense que lui, si je dis certaines choses, il peut me soigner de la manière dont il peut me comprendre, oui. Et même me soigner ou intervenir avec des concepts que je comprends. Toutefois, il peut aussi avoir des déceptions parce que je dis toujours, c'est pas parce que je suis noire que forcément j'ai gardé ma culture. Il y a des gens qui viennent même du même pays que nous, mais qui sont culturellement distants de nous, c'est-à-dire on ne peut pas se comprendre parce que soit ils rejettent leur culture, soit ils ne la connaissent pas, soit ils ne veulent même pas en entendre parler. Donc on peut être noir, mais on ne connaît pas grand-chose de sa culture. Moi, j'ai déjà eu une fois une dame qui m'avait contactée parce qu'elle recherchait un thérapeute noir. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, madame, je veux juste savoir de quel pays vous venez. Tout à fait. Je lui ai dit, je viens du Cameroun. Elle m'a dit, oh non, moi je cherche quelqu'un qui vient du Rwanda. Parce que je veux quelqu'un qui a vécu le génocide. Et ça, je comprends parfaitement. À ce moment, je l'ai référé vers un centre qui pouvait l'aider par rapport à ça. J'étais noire, mais je n'étais pas la bonne personne pour elle. Parce que vous n'avez pas vécu ce génocide. Exactement. Donc,
le besoin d'une personne détermine souvent quel type de professionnel il va aller rechercher. Donc, je pense qu'il n'y a pas une réponse unanime pour tout le monde. Non, ça dépend. Et même chez une même personne, ça peut arriver qu'il y ait des moments où tu préfères un intervenant qui est de ta communauté. Et pour un autre problème, tu préfères un intervenant qui est d'une autre communauté. Donc, je pense que ça varie. Ça varie. Et qu'est-ce que vous dites de certaines personnes qui ont du mal à consulter au sein de leur communauté parce qu'ils craignent la confidentialité de leurs interactions avec le psychologue, que cette confidentialité ne soit pas maintenue? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Je dirais que c'est assez courant. Je l'entends souvent. Ce n'est pas la première fois parce qu'il faut le dire aussi qu'on a certaines habitudes dans nos communautés où on parle de téléphone arabe. On ne veut pas que ce que j'ai dit à un tel soit répété à un tel. Tout à fait, c'est très important. Voilà, et quand on souffre et qu'on parle de sa santé, ou même de sa santé mentale, nous mettons beaucoup d'accent sur la confidentialité parce qu'il s'agit de nous. On a pris quand même la peine de s'ouvrir, on a pris la peine de dire des choses super importantes sur nous. Donc, on aimerait être quand même rassuré sur le fait que la personne va garder ça pour elle. Donc, je comprends que oui, le souci de confidentialité, c'est légitime et c'est normal que les gens veulent qu'on garde les choses secrètes. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour ça? Oui. Les professionnels, en principe, qui sont enregistrés, comme on peut être enregistré à un autre professionnel, doivent respecter un code de déontologie. Ça veut dire que tu ne peux pas divulguer des informations sur ton patient ou sur ton client sans son consentement, sous peine de perdre ta licence. Donc, c'est très important de transmettre ce message-là. Les gens n'ont pas le droit de faire ça. Et si jamais une personne que vous avez rencontrée divulgue comme ça des informations que vous lui avez confiées sans votre consentement, vous pouvez porter plainte, vous pouvez signaler ça. Donc, il y a des moyens qui sont mis en place pour réguler les services qu'on donne au public et surtout dans l'intérêt du client. Mais je comprends vraiment ce souci de la confidentialité parce que c'est déjà pas facile de décider d'aller consulter. Alors, une fois que quelqu'un décide d'aller consulter, il faut lui garantir quand même un minimum de sécurité par rapport à ce qu'il va confier. Et je pense que ça fait partie du professionnalisme. Tout à fait. Très bien. Donc, on va parler maintenant de votre livre. Vous venez de publier un livre que je montre là à l'écran, dont le titre est Noir et Psy, la santé mentale au sein des communautés africaines. Sans toutefois dévoiler le contenu du livre, qu'est-ce qui fait la particularité des communautés africaines en ce qui concerne la santé mentale? Oui, je dirais que, comme j'ai dit, lors de l'une de nos précédentes émissions, la souffrance, elle est universelle. Donc, peu importe la communauté d'où on vient, nous sommes confrontés à de l'adversité. Il y a nos proches meurent, on perd le travail, on tombe malade. Donc, la souffrance, on vit avec ça. Bon, maintenant, la manière dont nous, on va réagir à cette souffrance-là, comment on va la surmonter ou pas, comment on va même tomber malade, elle est très différente en fonction parfois des cultures et même de plein d'autres paramètres. Pourquoi la communauté africaine? Déjà parce que, étant moi issue de cette communauté-là, je réfléchis de l'intérieur. C'est-à-dire, comme je disais justement la fois passée, je viens d'une famille polygamique, j'ai grandi au Cameroun, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont interpellée. Donc, je me suis dit, mais tiens, ce serait intéressant d'étudier tous ces phénomènes sociaux et de voir comment on peut apporter des solutions par rapport à ça. Donc, c'est déjà par rapport à ma propre identité, des choses que j'ai vécues, que je comprends de l'intérieur et je pense que ça peut me permettre de mieux analyser et d'apporter des solutions. Maintenant, autre chose, c'est que bien que la souffrance soit universelle et que nous souffrons tous, il y a quand même des facteurs de vulnérabilité qui peuvent être spécifiques. Par exemple, en Afrique, on a des vulnérabilités qui sont liées parfois à nos cultures. Je vais prendre un exemple. Je lisais récemment un article, je crois que ça se passait en Afrique du Sud, où on parlait de la santé mentale des femmes qui cherchaient à divorcer. Alors, qu'est-ce qu'on expliquait dans cet article-là? C'est que dans leur culture, tu ne peux pas divorcer. On dit que quand tu te maries, ta tombe, c'est chez ton mari. C'est-à-dire la tombe de la femme, c'est chez son mari. Donc, quel que soit ce qui se passe chez ton mari, même si tu reviens chez vous, on te ramène là-bas. Tout simplement parce que c'est très fort culturellement. Une fois que tu es marié, il n'y a pas de retour possible. Et on a étudié les impacts de ça au niveau des femmes. C'est que quand elles tombaient sur un mauvais mari,
et qui avaient par exemple de la violence, de l'intimidation. Il y en a qui mouraient même. Il y en a qui étaient mutilés parce qu'il n'y avait pas de réaction de la communauté. On disait, on a compris, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu es marié, tu vas mourir là-bas. Donc, c'est des choses, moi, qui m'interpellent. Je me dis, on a des belles cultures, comme dans toutes les cultures, mais on a aussi parfois des pratiques qui peuvent être oppressantes, des pratiques qui peuvent nous opprimer. Et pour moi, en tant qu'Africaine, je trouve que quand je dois balayer, il faut que je commence à balayer devant ma propre porte. C'est pour ça donc que je me suis focalisée sur les communautés africaines, parce que c'est ma communauté et que c'est des choses que je peux témoigner, et j'estime que bon, je pourrais peut-être en parler avec un peu plus avec une part de vécu. De vécu, de votre expérience personnelle. Oui, c'est ça. Oui. Tout à fait. La deuxième partie tire à sa fin. Nous nous concentrerons plus pour la partie 3 sur quelques déterminants de la santé mentale ou de la santé en général sur les immigrants. À très bientôt pour la troisième partie sur Grameen TV, votre télévision qui vous valorise. D'ici là, portez-vous bien.